faire, est-ce que les mathématiques peuvent expliquer comment on vote? Alors il y a des très jolis théorèmes qui montrent qu'en fait, on ne peut pas. Et ça c'est très joli parce que souvent on pense que les sciences permettent de faire des choses, c'est vrai, mais un truc super qu'on fait en maths, c'est qu'on démontre que les choses sont impossibles. C'est quand même remarquable. Alors par exemple, avant de vous vendre complètement le mot vote, je vais vous montrer quelque chose qui est impossible. Ça, c'est impossible. C'est à vous de m'expliquer pourquoi ça l'est. Regardez bien, je vais faire un nœud avec cette cravate sans la lâcher. Je suis filmé, alors il faut que je le fasse bien. Voilà, donc nous en parlerons tout à l'heure si vous le souhaitez, mais ça c'est impossible. Alors, ce qu'on va montrer ici, c'est la même chose, c'est du même niveau d'impossibilité. Il y a un théorème qui dit, c'est le paradoxe de Condorcet, que si on a plus de trois possibilités dans une alternative, si on a plus de 3 branches dans une alternative, par exemple 3 candidats sur un vote, par exemple 3 possibilités sur un vote, et qu'on est donc amené à voter là-dessus, eh bien, il existe des situations, alors vous voyez, on est dans le conceptuel, hein, il existe des situations où on va se retrouver face à un paradoxe. Et donc, en fait, on ne pourra pas trancher. Donc, si on a, ce que ça dit d'une façon plus claire, si on érige une règle qui dit, dans toutes les situations, voilà comment on va faire, il y a des moments où on va violer un certain nombre de choses qui semblent pourtant du sens commun. Alors, des choses du sens commun, on peut en donner plusieurs. Je vais me contenter de 2 qui sont assez naturelles, qui sont les suivantes. Donc, vous voyez, vous avez 3 possibilités. Et je vais vous demander de voter tous, par exemple, sur quelle est la possibilité que vous préférez. Mais plutôt que de vous demander un seul résultat à votre vote, je vais vous demander d'ordonner les choix. D'accord? Vous allez dire, le mieux c'est celui-là. Mais bon, si jamais je suis tout seul à penser ça, je vais faire un report de vote sur cette deuxième possibilité. D'accord? C'est ça, je vous demande d'annoncer à l'avance quels sont les éventuels reports de vote que vous avez envie de faire, et donc d'ordonner, tout simplement, vos choix. Entre, bon là, ici, on en a 4. Alors 4 positifs et 4 négatifs. Hein. Ok, donc vous faites ça, vous sortez vos 4 ordonnées dans l'ordre que vous voulez, et j'aimerais une façon de faire, sur laquelle on aura réfléchi avant, hein, pas après, qu'on a réfléchi avant à qu'est-ce qu'on va faire comme ordre entre ces 4-là, sachant ce que vous allez voter. Et je vais demander 2 choses. La première, c'est que si tout le monde préfère une certaine possibilité à une autre, ben cette possibilité que tout le monde a classée au-dessus, elle est classée au-dessus collectivement. C'est-à-dire que socialement, on ne va pas contre la volonté unanime du peuple. Ouais, ça semble raisonnable. La deuxième chose, c'est que vous allez devoir voter sincèrement, ne pas mentir. Alors comment je peux faire ça? Ah, ça c'est compliqué. Je vais vous dire, vous n'avez pas intérêt à voter contre quelque chose, sachant qu'en fait vous voulez voter pour. Rigolez pas. C'est ce qui s'est passé, voyons voir, en 74, si mes souvenirs sont bons. Vous connaissez l'histoire avec Chaban-Delmas, non? Donc Chaban-Delmas était donné perdant contre son adversaire socialiste de l'époque. Et une partie de son camp l'a sciemment trahi. Et c'est d'ailleurs une des rares occasions où le centre est arrivé au pouvoir en France. Hein. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus, hein, mais ça disait que les gens qui ont voté pour Giscard d'Estaing à cette élection-là n'étaient pas tous pour Giscard d'Estaing. Ils étaient surtout contre Mitterrand. Et du coup, ils n'ont pas voté pour Chaban-Delmas, qui était leur leader naturel, enfin ceux auxquels je pense, ils ont voté pour Giscard pour ne pas avoir Mitterrand. Donc, quelque part, ils ont voté contre ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'on appelle la stratégie politique, c'est ce qu'on appelle le vote utile, hein, d'autres termes. Bon. Donc, pour vous imposer ça, je vais dire la chose suivante. Si jamais vous changez d'avis dans un vote, imaginons qu'on fasse 2 fois de suite. Si jamais quelqu'un change d'avis et fait monter une hypothèse, une des issues possibles dans son classement à lui, je ne veux pas que la conséquence, c'est que ce truc qui est remonté chez lui redescende socialement. On ne peut pas voter pour quelqu'un pour qu'il descende.
En gros, il n'y a pas de truc complètement aléatoire. D'accord? Je vais imposer ça. Théorème, un vrai théorème, la même chose que celui qui est impossible de fermer la cravate. Théorème, il n'y a qu'une seule possibilité de faire ça. À partir du moment où il y a au moins 3 issues possibles, il n'y a qu'une seule façon qui gère à la fois toutes les possibilités. Ça consiste à choisir quelqu'un et à décider que c'est lui qui a raison. Pas de dictature. D'accord? Alors ça marche si tout le monde est favorable à l'option 1 par rapport aux autres. Le dictateur aussi. Donc ça marche. Si tout le monde fait progresser quelque chose dans son classement, bah soit ça ne bouge pas, parce que c'est pas le dictateur, donc on s'en fout, soit c'est le dictateur, et donc ça marche. Il fait progresser la personne pour qui il a voté, donc elle ne redescend pas dans le classement. Donc la dictature marche. La dictature obéit à ça. Bon, vous voyez que c'est quand même un théorème assez étonnant. Et pour vous donner une illustration, Condorcet, avant de se faire couper la tête, parce qu'il n'a pas eu le temps de s'exprimer très longtemps, hein, le brave garçon, c'était une époque où on était assez sévère avec les matheux, on l'est toujours un petit peu. Hein. Bref, il proposait de voter sur 3 choses différentes à la suite, un peu comme le jeu pierre-feuille-ciseaux. Si vous réfléchissez au jeu pierre-feuille-ciseaux, vous mettez en scène la situation suivante. J'aime bien la faire avec Draco Malfoy et ses 2 sbires Crabbe et Goyle. Ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, c'est pas grave. Imaginez un caïd avec ces deux larbins qui n'y comprennent pas grand-chose. Bon, il dit la chose suivante, oui, bon, je vois bien que vous en avez marre que ce soit toujours moi qui décide, je vais vous donner une chance de décider. Et donc on va jouer un jeu, vous prenez 3 armes, pierre, feuille, ciseaux, et puis vous allez chacun choisir votre arme. Moi je prends celle qui reste, ouais, super sympa. En plus, pour vous donner toutes vos chances, je vais vous laisser décider entre vous quel est le plus fort de vous deux, et seulement le plus fort de vous deux viendra m'affronter. On ne peut pas faire plus équitable. Alors réfléchissez, c'est très simple. Hein. Pierre, feuille, ciseaux, quand on bat quelqu'un, on est battu par l'autre. C'est le principe, hein. C'est un jeu ternaire. Donc si, entre les 2 sbires, il y en a un qui gagne, c'est qu'il va se faire battre par Malfoy. Donc en fait, ils sont sûrs de perdre. Voilà. Et ça, c'est le paradoxe de Condorcet. C'est de dire, voilà, la bonne stratégie pour un gouvernant, c'est de proposer entre 3 choix, les 2 dont il n'a rien à faire. Il maximise ainsi les chances que quand il va proposer de sa poche la 3e possibilité, ce soit celle-là qui l'emporte. Sauf si effectivement tout le monde était pour, voilà, de façon majoritaire et absolue, pour une certaine possibilité que lui ne voulait pas. Mais si c'est un peu panaché, si c'est un peu équilibré, ben, ce qui se passe en général, c'est que quand on fait un 2e tour, ben, celui qui gagne, c'est celui qu'on vient juste d'amener. Donc c'est un phénomène que vous devez connaître, ça, celui qui débarque et qui gagne, qui l'emporte. Personne ne connaissait, paf, tac, et tout le monde vote pour lui. Voilà. Donc ça, c'est le paradoxe de Condorcet, donc premier paradoxe, donc fin du XVIIIe, fin au sens tranché du terme. Et puis, ça a été amélioré par un économiste. Alors, dans mes histoires, il y a beaucoup de théorèmes qui sont des théorèmes de maths, qui ont été démontrés soit par des économistes, soit par des philosophes. Ce qui est assez intéressant. Ils avaient quand même des formations en maths. Hein. Alors, le théorème de Arrow dit la chose suivante, c'est en fait une génération donc, du paradoxe de Condorcet avec le pierre-feuille-ciseaux, c'est que, quelle que soit la possibilité, c'est ce théorème que je viens de vous dire, eh bien, la seule façon d'obéir à l'unanimité et ce qu'on appelle la monotonie, ou on va dire l'absence de mensonge, ben, c'est la dictature. C'est la seule façon de respecter ces 2 lois. Bon. Alors, ça secoue un peu quand même. Et alors, il a été démontré juste un peu plus tard, quelques années plus tard, donc fin du XXe siècle, hein, un autre théorème, le théorème de Gibbard, qui est un philosophe américain, et qui dit la chose suivante, si on s'autorise l'intervention du hasard, d'accord, parce que pour l'instant, je vous avais vendu des choses qui étaient automatiques. On compte des choses, on décide que... Alors, quand on compte par exemple, pas nécessairement 1,5, hein, on peut être en mode ancien régime, ça peut être 2 tiers, 1 tiers, 19 vingtième, 1 vingtième. Hein. Pour gagner, il faut que tu fasses au moins 19 vingtième, toi. Et toi, 1 vingtième suffira. Bon, d'accord. Bon. Vous voyez, on peut faire des choses qui ne sont pas 50-50, majorité absolue, etc. On peut tout à fait imaginer des façons de faire qui ne sont pas équitables au sens naïf du terme. Par contre, c'est déterministe, c'est-à-dire on a fixé une bonne fois pour toutes les règles du jeu et le hasard n'intervient pas.
Alors, on peut décider de faire intervenir le hasard. Alors, ça, c'est le deuxième théorème de Gibbard. La seule façon, alors c'est encore plus fort, j'enlève tout à part le mensonge. Le seul système de vote, quand il y a au moins 3 possibilités, qui réfute les possibilités de mensonge, c'est-à-dire dans lequel personne n'a intérêt à mentir, c'est ce qu'on appelle la dictature aléatoire, c'est-à-dire c'est la façon dont votaient les Grecs. Alors, avec des guillemets, je vais vous le donner la version moderne. La version moderne, c'est on prend des bulletins, on les met dans une urne, on brasse, on tire un bulletin, c'est fini. Ça dispense de compter, vous voyez, on n'est pas obligé de savoir compter, c'est super. Ça évite les erreurs de report, les dom-toms qui votent plus tard, etc. On met tout ça dans un paquet, c'est fini. C'est ce que faisaient les Grecs, à la différence suivante, légèrement quand même importante, c'est d'une part, n'avaient le droit de vote que les gens bien, donc les gens bien, c'est les hommes libres, donc blancs, hein, de préférence, et voilà, et les hommes. Et puis, n'avaient le droit d'être élus que les gens encore mieux, c'est-à-dire que c'était les mêmes, mais qui payaient suffisamment d'impôts. Bon. Alors, même en enlevant tout ça, même en décidant que tout le monde est un gens bien, voilà le théorème de Gibbard qui dit, voilà, la seule façon d'enlever tout mensonge possible dans un vote, c'est la dictature aléatoire. C'est-à-dire, on prend quelqu'un au hasard, on lui dit, bah, vas-y, décide. Alors, vous voyez que ça marche, personne n'a intérêt à mentir. Parce que si votre bulletin est tiré, vous avez l'air un peu bête d'avoir menti. Vous voyez ? Et puis sinon, bon, on s'en fout. Donc en fait, peu importe. Donc c'est un théorème qui marche. Alors par contre, le problème, c'est que quand il n'y a que 2 possibilités, c'est absolument pas la majorité absolue. Vous voyez ce qui pourrait se passer une élection présidentielle en France, vous voyez, où tire au hasard quelqu'un. Ah tiens, non mais moi je voulais pas être président. Ah ben, c'est toi. Ah bon, d'accord. Voilà, donc c'est pas mal aussi dans l'idée de forcer les gens qui vont être candidats à l'être vraiment, vous voyez. Et comme ça, on peut enlever tous les faux candidats. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc ça c'est la vision un peu mathématique du vote. Ça ne vous dit pas comment voter, hein, mais néanmoins, sachez que donc, du coup on a inventé plein de façons de vote, c'est un peu comme les contrats de mariage, il y en a des centaines. Si vous réfléchissez, il y a des endroits où les Américains, par exemple, votent en 2 étages. Donc en fait, vous votez pour quelqu'un, mais en fait, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Vous lui donnez un chèque en blanc, bah, fais ce que tu veux. Ah bah, je fais autre chose. Bon, d'accord. C'est pour ça que les journalistes sont toujours très prudents sur les élections américaines. En gros, voilà ce qui devrait se passer. Mais on n'est pas toujours sûr, parce qu'il y a encore des gens qui vont voter ceci, cela. C'est pas toujours facile de savoir comment ça va se passer. Et surtout, ça ne respecte pas du tout l'unanimité. Un petit dessin pour illustrer ça. Enfin, pas l'unanimité, la majorité, pardon. Alors, un petit dessin. On va dessiner des états comme si c'était des récipients, avec des choses à l'intérieur. Voilà. Et je vais remplir, donc voilà la borne du milieu à peu près. Et je vais remplir de bleu les gens qui ont voté bleu. Bon, je vais en mettre 5, sinon c'est pas drôle. Voilà. À votre avis, qui a le plus de voix au total? Ben, c'est pas bleu. D'accord? Parce que là où il gagne de pas beaucoup. Et là où il perd, il marque rien. Donc évidemment, c'est le candidat blanc qui a le plus de voix, de façon très nette. Mais aux États-Unis, c'est bleu qui gagne. D'accord? Bon. Donc ça, c'est ce qui s'appelle fragmenter un vote. Hein. Donc on voit bien, après tous les jeux qu'on a de découpage de circonscriptions, machin, etc., c'est lié à ça. Deuxième possibilité, le système français, 2 tours, voilà. Alors la question se pose de savoir qu'est-ce que ça veut dire le premier tour. Est-ce que ça veut dire on sélectionne les gens du deuxième tour? Ou est-ce que ça veut dire on dit quelque chose? En ce moment, on est plutôt en mode on sélectionne le deuxième tour. Hein, ça peut poser une question quand même, de se demander à quoi ça sert finalement de voter au premier tour si c'est juste pour sélectionner la personne du deuxième tour. D'où la dérive un peu américaine, hein, de vouloir faire des primaires entre les gens bien et puis de laisser les autres sur le côté. L'autre possibilité, il y en a plein d'autres, hein, mais un système que j'aime bien, c'est le vote qu'on dit alternatif. Le vote alternatif, c'est celui qui est mis en place en Irlande. En Irlande, chacun vote dans un bulletin. Imaginez, il y a 6 candidats.
il met les 6 noms dans l'ordre qu'il veut. C'est la même histoire qu'avec tout à l'heure, là. On met toutes les issues possibles, on les classe. Et puis, si on veut, on peut ne pas en mettre. Celle-là, on n'en veut vraiment pas. On s'en revient à les mettre à la fin. Hein. Et puis, comment ça se passe? On regarde qui a voté pour qui en première ligne. Comme si, en fait, il y avait un seul nom sur le bulletin qui était celui en tête de liste. On compte celui qu'on a le moins et on décide qu'il a perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'enlève de tous les bulletins, mais on ne déchire pas les bulletins où il était premier. Non, on l'enlève de tous les bulletins. Donc on l'enlève de la première ligne, là où il est en première ligne, et éventuellement des autres lignes, s'il était dans d'autres lignes ailleurs, et on rejoue. Du coup, ceux qui avaient voté pour lui en premier se retrouvent à voter pour leur deuxième choix. Ça revient à faire un système de report de vote automatique. C'est-à-dire que vous avez indiqué quel allait être votre report de vote. Vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, qu'une seule personne. Donc vous faites ça ici, s'il y avait 6 candidats, vous le faites 5 fois, en éliminant à chaque fois celui qui a le moins de voix en tête de liste, en tête de bulletin. Alors, je ne sais pas ce que ça donne en France, je ne sais pas si c'est corrélé, une petite provocation comme ça pour alimenter le débat. Sachez qu'en Irlande, il y a déjà eu 3 présidents